Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau plateau TV sur ce Mobility Solution Show 2024, le M2S 2024 au Mythe de Toulouse. Nous sommes toujours dans les grands projets mobilité d'Occitanie, mais cette fois nous allons parler des usages et plus particulièrement des évolutions de la logistique urbaine et notamment la logistique urbaine qui devient et qui est durable dans une logique de décarbonation, mais aussi d'amélioration de la qualité de l'air. On va le voir, deux invités pour ce sujet sur ce plateau. D'abord Christelle Savigna, bonjour. Bonjour. Directrice de programme logistique urbaine du groupe La Poste. Et puis Jean-Jacques Bolzan, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire de Toulouse, membre du Bureau écologie, développement durable et transition énergétique et puis président de la commission mobilité de Toulouse Métropole. Déjà, pour planter le décor, on ne connaît pas forcément cette notion de logistique urbaine. C'est quoi la logistique urbaine, Christelle Savigna, du point de vue du groupe La Poste ? Alors, la logistique urbaine, j'ai coutume de dire que c'est tout ce qui entre, circule et sort de la ville. Donc, c'est l'ensemble des marchandises qui transitent dans nos villes. Dans l'ensemble de ces marchandises, il y a 85% de ce qui circule qui est autre chose que du colis. Des gros équipements, des matériaux, de la logistique alimentaire, etc. Et le puis, colis qui est la spécialité du groupe La Poste. Et 15% donc de ces flux qui transitent qui sont du colis, et c'est effectivement le cœur de métier du groupe La Poste. Donc la logistique urbaine au sein du groupe La Poste, c'est d'abord effectivement nos activités sur ce cœur de métier colis, c'est-à-dire la distribution en ville des colis à destination des entreprises et des particuliers, incarnés chez nous par trois opérateurs que vous connaissez tous, La Poste Colissimo, DPD France et Chronopost. L'enjeu de la logistique urbaine, vous l'avez rappelé en ouverture, et pour le groupe, c'est de décarboner au maximum cette activité logistique dans les villes, et principalement les 22 métropoles où les problématiques de qualité de l'air se posent de la manière la plus importante, et aussi de contribuer effectivement à la décongestion des centres-villes et à leur attractivité, y compris au bénéfice de la santé publique. Jean-Jacques Bolzan, la logistique urbaine est une problématique quasi transparente pour le grand public et pourtant ça engendre et ça génère beaucoup de travail pour les collectivités, notamment Toulouse Métropole. C'est quoi, du point de vue de la collectivité, que cette logistique urbaine, et puis globalement, on va revenir dans le détail, mais comment on la gère et puis qu'est-ce qu'elle implique ? Elle est quand même très transversale, j'imagine, dans beaucoup d'activités liées à la collectivité. Alors effectivement, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit sur la logistique urbaine durable, de fait de gérer les flux entrants et sortants de la ville, bien sûr, mais aussi, on a une double fonction parce qu'il faut gérer aussi ce qui arrive de plus loin, puisque si on veut que les flux rentrent en ville, il faut gérer aussi l'arrivée des flux un peu plus importants en entrée de métropole. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la logistique urbaine, c'est une thématique qui a pris de l'ampleur depuis peu, parce que même si ça fait 20 ans, nous, la métropole, qu'on y travaille, c'est depuis peu qu'on a pris, nous, collectivités, mais quand je dis nous, pas que Toulouse Métropole, toutes les collectivités, les usagers et autres, pris l'importance de cette logistique urbaine, de savoir ce que c'était. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un entrepôt et des camions qui viennent, des poids lourds, c'est tout ce qui touche le quotidien des habitants. C'est la livraison du colis qu'on veut dans les 24 heures, voire dans l'heure qui suit la commande. Ça aussi, on en parlera parce que c'est un sujet. La logistique urbaine, c'est pour nous, ville et métropole, c'est de gérer donc les flux, effectivement, de gêner le moins possible les habitants et le fonctionnement de la ville dans le sens travail, loisirs ou autre, d'impacter sur la pollution, le moins possible de pollution, c'est la décarbonation, c'est sur la gestion aussi du foncier, parce que la logistique, il faut bien du foncier pour mettre le bon entrepôt, le bon hôtel logistique au bon endroit et sur les bons flux. Donc c'est tout un travail transversal et c'est pour ça que lorsque j'ai remis le rapport avec Anne-Marie Drac, Anne-Marie Jean au ministre Djebari, on avait acté le fait qu'il fallait, dans les métropoles ou dans les villes, dans les métropoles, un élu référent et un fonctionnaire référent, parce que c'est transversal. Donc il faut une personne qui a accès à tous les services dans l'administration, parce que la logistique, ça tourne, comme je disais, le foncier, l'aménagement, la sécurité, la voirie, les mobilités, fait tout. On va rentrer dans ce détail-là. La logistique urbaine, une activité majeure, on le voit, Christelle Savigna, et qui a un impact environnemental fort. En tout cas, quand on n'agit pas pour limiter cet impact environnemental, il y a des chiffres impressionnants qui représentent cette logistique urbaine. Je vous laisse les dévoiler. On en a parlé ensemble, ils sont assez impressionnants.
Oui, la logistique urbaine, elle est, entre guillemets, responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans les villes, de 40% des émissions de particules fines et de la moitié du gasoil qui est consommé dans les villes. Elle contribue aussi à hauteur de 20% à la congestion urbaine. Et pourtant, c'est une activité absolument essentielle à la vie de nos villes. Là encore, on a coutume de dire que si Paris n'était plus alimenté, en 48 heures, la ville serait totalement paralysée. Donc c'est une activité essentielle, mais dont l'enjeu aujourd'hui est de mieux l'intégrer dans la ville pour contribuer effectivement aux enjeux environnementaux, on l'a dit, mais aussi à l'attractivité des centres-villes et au cadre de vie des habitants. C'est un sujet extrêmement systémique, Jean-Jacques Bolzan vient de le dire. Et effectivement, dans les collectivités, on voit aujourd'hui les organigrammes évoluer pour intégrer pleinement cette question de la logistique urbaine dans une logique pluridisciplinaire où effectivement l'aménagement, le développement économique, l'environnement sont mêlés au projet d'urbanisme, à la planification urbaine, puisque évidemment ça touche à beaucoup de tous ces enjeux. Jean-Jacques Bolzan, la logistique urbaine, comment ça marche, comment ça se passe dans la métropole de Toulouse? Vous parliez de ces zones logistiques qu'il faut prévoir, installer en entrée de ville, en entrée de métropole. Il en existe une qui a été lancée en fin 2021, qui est juste à côté du marché international, le grand marché de Toulouse. Quel est son rôle? Mais c'est le but de rapatrier au même endroit. Ça a été un peu le souhait de Jean-Louis Boudin de mettre au même endroit tout ce qui est logistique alimentaire, le marché d'intérêt national. Et là, il y en a 26 en France qui jouent ce rôle-là de distribution. Vous vous rendez compte, ils ont été créés dans les années 1960. Ils ont eu le rôle à jouer, ils ont végété. Et maintenant, ça repart parce qu'on se rend compte que, du fait de la décarbonation, ces outils sont nécessaires pour la logistique urbaine alimentaire. Et à côté de ça, il y a la plateforme qui est gérée par La Poste. Justement, on va parler aussi avec Christelle. À Toulouse, une des plus grandes plateformes de France. Mais il en faudrait peut-être 2 ou 3 de plus à Toulouse si on veut travailler sur une décarbonation de la logistique, c'est-à-dire les avoir sur les entrées de flux importants. Et à partir de là, il faudrait travailler avec soit des systèmes électriques, soit des vélos cargo ou autres. Enfin, tout ça, ça s'organise. Alors, c'est plus facile à dire et à écrire, c'est comme l'alimentation, que de mettre en œuvre. Parce qu'après, quand on met en œuvre, il y a tellement d'institutions, il y a tellement d'agences d'État, il y a tellement de structures qui fait que vous y perdez un moment dans ce puzzle et vous passez 10 ans à faire des études pour arriver à peu de choses. Alors que moi, je crois beaucoup à l'expérimentation avec les acteurs, que ce soit La Poste, on a signé une convention, de travailler sur des expérimentations avec d'autres acteurs aussi, des transporteurs qui sont aussi dans la logistique urbaine durable. Vous avez certains groupes qui ont déjà des véhicules verts, comme on dit, ou électriques. La Poste aussi, mais ceux qui posent quelquefois souci, parce que pour remplacer, j'exagère un peu, mais un camion thermique, il vous faut 2 camions électriques, le coût n'est pas le même. Et moi, ce qui m'amène à cette décarbonation, c'est que je souhaiterais quand même qu'il y ait des aides beaucoup plus importantes, mais des aides pas nécessairement à l'investissement, c'est des fiscalisations hautes pour ceux qui vont vers cette décarbonation par rapport à ce qui reste au thermique. Parce que sinon, tous nos petits transporteurs vont mourir, il ne va rester que les gros. Donc à un moment, il faut des gros et des petits, mais il ne faut pas que les gros non plus, et qu'il n'y en ait qu'un ou deux. Donc il faut arriver à changer notre modèle économique pour arriver à décarboner au maximum et le plus vite possible nos flottes de véhicules, parce que sinon, qui va investir dans 2 camions au lieu d'1 pour faire du transport? Enfin, c'est très compliqué. Et nous, on y travaille avec La Poste, entre autres, et à Toulouse. Et la logistique, vous connaissez, puisque vous gérez aussi l'alimentation, qui est un très gros élément et qui mobilise aussi la logistique sur Toulouse. Ben, la logistique de l'alimentation, quand on veut faire du circuit court, comme on dit, d'aller de la production à l'assiette, c'est le producteur, il produit, mais après, c'est comment il amène ses produits à la ville. Et ça fait 3 ans et demi qu'on y travaille. Un groupement d'éleveurs, pour donner un exemple, de bovins des Hautes-Pyrénées, a trouvé le modèle économique avec un grossiste du Mine qui s'appelle Pomona, parce que les grossistes, c'est pas un gros mot non plus, il n'y a pas besoin de réinventer le monde, qui permet, lui, après, d'irriguer les restaurants dans la ville. Donc ça marche, mais il faut mettre les gens en face, il faut que les acteurs puissent jouer le jeu, le faire. Enfin, c'est des structurations de filières qui sont totalement revues. On ne travaille plus comme il y a les 5, 10, 20 dernières années. Donc il faut que tout le monde, toute la filière se remette autour de la table. Et c'est pareil, de toute façon, avec les commerçants. Les commerçants, ça a un coût. On avait travaillé avec Urbi pour alimenter du Mine jusqu'au marché Victor Hugo les différents acteurs. On s'est rendu compte que on allait être vertueux sur la logistique, mais que j'allais plus avoir de commerçants au bout d'un mois. Donc c'est un modèle à revoir, à retravailler, et peut-être que le périmètre n'était pas bon. Donc vous voyez, il faut
expérimenter sur quel est le bon périmètre pour que tout le monde s'y retrouve. Et adapter en permanence. Christelle Savigna, justement, je reviens sur cette plateforme que vous connaissez bien, puisque c'est le groupe La Poste qui la gère, près de 20 000 mètres carrés, juste à côté du Grand Marché. C'est un élément majeur, justement, pour assurer la livraison de tout le centre et puis d'une bonne partie de la métropole de Toulouse. C'est un élément majeur. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Décarboner la logistique urbaine, pour le groupe La Poste, mais pour l'ensemble des acteurs qui interviennent en logistique urbaine et sur le dernier kilomètre, ça repose sur deux piliers, en fait, deux leviers de moyens. Le premier, c'est la décarbonation des flottes. Le groupe La Poste s'est engagé à décarboner l'ensemble de ses flottes de distribution urbaine à fin 2025 dans les 22 métropoles, dont Toulouse. À Toulouse, aujourd'hui, je suis en capacité de dire que l'hypercentre, en tout cas les codes postaux de Toulouse, sont décarbonés à 100%, donc livrés en mode faible émission, et que 60% des volumes qui circulent sur la métropole, cette fois, donc dans le périmètre métropole, sont livrés à faible émission. C'est le premier pilier pour décarboner. Il faut transformer les flottes de véhicules. Le deuxième, et je reviens à la plateforme Lumine, c'est de disposer d'un immobilier qui soit adapté aux enjeux d'une logistique urbaine durable. Et pour ça, on développe des formats différents qui, au fur et à mesure, pénètrent le plus en profondeur dans la ville. Le plus gros de ces formats, c'est ce qu'on appelle les HLU, hôtels de logistique urbaine, auxquels on peut assimiler la plateforme Lumine ici à Toulouse, où nous sommes effectivement en délégation de service public au sein du consortium et où nous sommes aussi exploitants avec des plateformes de notre branche service courrier-colis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les flux entrant dans la ville en camion sont stockés ici au sein de ces grandes plateformes et peuvent immédiatement ressortir en mode faible émission. Donc là, c'est absolument nécessaire que ces infrastructures, elles soient bien positionnées, reliées aux infrastructures d'un côté pour l'entrée de ville et directement connectées au centre-ville à la sortie, donc dans des distances assez courtes. Et puis le plus en profondeur dans la ville, on va développer des ELU, des espaces de logistique urbaine, qui là vont permettre, comme on le fait à Toulouse, à Capitole, à Saint-Cyprien et bientôt sur un troisième site, de sortir directement en vélo cargo. Et aujourd'hui, l'hypercentre de Toulouse est desservi pour les colis en vélo cargo exclusivement. Et on verra que les usages de livraison ont beaucoup évolué, notamment l'année dernière. 2 ans d'exploitation de cette plateforme. Premier bilan, ça fonctionne vraiment très bien et ça aide vraiment à alimenter, à livrer dans de bonnes conditions cette métropole de Toulouse. Ça fonctionne tellement bien qu'elle a été pleine, je crois, la première année. Voilà. Donc il faut en créer d'autres parce qu'elle est déjà pleine, celle-là. Alors qu'on disait qu'elle était immense, grande, donc déjà pleine. Donc ce qui prouve qu'il y a un besoin de différents acteurs, de la Poste, certes, mais aussi des autres acteurs. Donc il faut que nous, il en faut combien sur la métropole de Toulouse? Vous l'avez chiffré? Moi, on l'a pas encore chiffré. Le travail avec l'aménagement, puisqu'il faut réserver il faut voir quels sont les terrains les plus adaptés pour dire, là, il faut de la logistique. Là, ça serait intéressant. Donc, il faut bloquer au niveau du PLUH tel secteur pour mettre un hôtel logistique, un entrepôt, peu importe, mais quelque chose qui permette, comme ça a été dit, d'avoir les flux entrants facilement, donc en bordure de rocade ou autre, et après sortie en véhicule électrique, petit véhicule électrique, vélo cargo ou autre qui se développe. Mais là aussi, il y a un aménagement. Il n'y a pas seulement la partie aménagement de l'entrepôt, de la structure, de la plateforme. Il faut des infrastructures aussi. C'est les infrastructures qui suivent derrière. Voilà. Des cyclables adaptés au vélo cargo. Enfin, voilà. Donc, c'est pas très simple. Mais c'est pas parce que c'est pas simple que ça peut pas se faire. Ça prend du temps. Pour autant, ça prend un peu de temps puisqu'il y a pas mal de rencontres à faire, d'échanges et puis d'expériences. Un mot avant de vraiment rentrer dans le détail. Le fluvial aussi, vous l'étudiez sur Toulouse. Il est déjà valable, il marche déjà dans d'autres villes ou d'autres métropoles. Oui, mais d'autres villes, il marche à Strasbourg. Vous avez un fleuve qui est immense, sur la Seine c'est immense. Là, l'idée, c'est VNF veut le tester avec la métropole sur le canal du Midi et canal latéral. Donc, c'est pas quand même, on n'est pas sur des gros flux. Pour autant, il y a un appel à projet qui va être lancé, qui peut être intéressant et qui mérite d'être étudié et regardé. Moi, j'y crois beaucoup, pas pour le frais, mais pour le sec. C'est-à-dire une boîte de chaussures qui se traîne mal pendant 4 heures sur le canal, c'est pas gênant. Des fraises qui partent du mine et qui arrivent à midi chez le restaurateur, c'est compliqué parce que lui, il a déjà vendu les desserts. Un petit peu plus tôt. Voilà. Donc, c'est pas aussi simple, mais ça peut être. L'étude peut être intéressante et l'appel à projet intéressant pour étudier cette nouvelle ou complémentaire logistique à mettre en place à Toulouse. Les livraisons en centre-ville, on parle souvent du dernier kilomètre de livraison. Je le disais tout à l'heure rapidement, mais on va le développer. Les usages évoluent. La livraison à domicile devient un peu moins l'usage qu'avant.
C'est même clairement un virage qui est en train de s'opérer d'une manière assez rapide, exceptionnellement rapide, en France comme en Europe et comme partout dans le monde. Il se trouve que la livraison à domicile, qui nous est notre cœur de métier, distribuer à domicile, nos organisations sont bâties sur un principe de distribution à domicile, est entièrement requestionnée aujourd'hui par les attentes des clients, qui sont principalement les clients du e-commerce, qui plébiscite beaucoup plus fortement la livraison hors domicile. La livraison hors domicile, c'est les points relais commerçants, mais c'est aussi les consignes multiservices accessibles dans la ville. Pourquoi ? Parce que les clients veulent de la flexibilité, ils veulent plus avoir l'obligation de devoir être présents chez eux pour attendre leur colis, ils veulent pouvoir coupler ça avec un trajet du quotidien et pouvoir, je dirais aussi, échanger facilement, puisque le phénomène de la consigne est aussi très alimenté par les nouvelles pratiques de C2C telles que Vinted peut l'illustrer par exemple. Donc nous, au sein du groupe La Poste, on a une filiale dédiée au hors domicile qui s'appelle Pickup, qui est le premier réseau hors domicile de France avec 17 000 points relais commerçants et aujourd'hui un peu plus de 2000 consignes. Il se trouve que le modèle du point relais commerçant s'essouffle un peu parce que victime de son succès, on est en limite de capacitaire parfois quand on a des commerçants. Il y a 1800 par exemple points hors domicile en Occitanie Pickup. Et sur ces 1800, vous avez à peu près 1700 points relais commerçants. Comment on fait quand on sature justement On développe la consigne. On développe la consigne, dont on est nous absolument convaincus qu'elle peut devenir, au-delà du simple objet consigne qui sert à retirer des colis, dont on est convaincu qu'elle peut devenir un véritable objet serviciel qui est aussi au service de la ville et ancré dans le territoire. On en parlait tout à l'heure, par exemple de la consigne qui peut aussi, par des casiers réfrigérés, permettre d'être le relais des producteurs ou du commerçant pour les produits frais, mais aussi de la consigne qui peut être en partie réservée au commerce local pour répondre à l'objection qui pourrait consister à dire oui, mais en fait la consigne est au service des plateformes e-commerce. Pickup est, je pense, le seul opérateur aujourd'hui à proposer cette formule de consigne multiservice qui permet d'ouvrir aux commerçants locaux un accès à des casiers en permettant leur digitalisation et du click and collect pour les clients qui seraient empêchés de venir sur le point de vente et qui pourtant sont des clients, si on prend l'exemple ici, toulousains ou de la périphérie immédiate, mais qui voudraient commander quand même chez leurs commerçants préférés. 25% de plus de livraison en consigne l'année dernière pour la Poste, là où déjà l'année d'avant, en 2022, on était à plus 40%. C'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance, c'est structurel, on le pense. Je cite aussi souvent l'exemple de la Pologne, qui est le pays natif de la société InPost, qui a basculé en un peu moins de 2 ans sur 80% de demandes de livraison en consigne. Cette logistique, on va en parler aussi avec vous, mais même si ce n'est pas forcément votre délégation, la question de la qualité de l'air aussi, j'imagine, les administrés en parlent beaucoup. Cette livraison en centre-ville avec des moyens électriques qui sont mis en œuvre, j'imagine que ça va dans le bon sens. C'est une demande aussi de la population. C'est une demande de la population et du politique d'améliorer la qualité de l'air. Enfin, personne n'est contre l'amélioration de la qualité de l'air aussi, donc il faut être tombé sur la tête. Pour autant, il faut voir, il ne faut pas planter les professionnels. Donc c'est pour ça que le travail en concertation avec les professionnels est très important. Parce que c'est leur métier, ils savent faire, ils ont des subtilités à nous donner ou nous dire attention, nous alerter, nous mettre des alertes. Vous voulez aller vers là, mais il y a ça, ça et ça. Donc il faut travailler ensemble. Et il faut peut-être sur la durée aussi, parce que sur la durée, question des ZFE qui sont sur la durée, parce que voilà, il y a des lois qui tombent comme ça du jour au lendemain. À partir de telle date, vous changez. Enfin, il faut quand même que ce soit réaliste sur le terrain. Et il ne s'agit pas de planter nos artisans, nos commerçants, nos producteurs ou les transporteurs. Il faut bien que ces entreprises continuent à tourner. Donc c'est avant d'imposer une date, il faut dire voilà vers où on veut aller. Et avec vous, quel est le timing judicieux pour ne pas laisser quelqu'un au bord de la route? Parce que les chefs d'entreprise, ils bossent, pas nécessairement de grandes entreprises qui n'ont pas de moyens juridiques, avocats ou autres pour étudier les textes. Donc il faut travailler avec eux localement, mais tout le monde a conscience qu'il faut améliorer et aller vers le mieux. Et puis il y a ces petites entités logistiques comme à Lafayette, ce que vous allez faire, ce que va faire la Poste, parce que je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus raisonner en termes non plus que voir la logistique à des entrepôts à l'extérieur et des gros poids lourds. C'est aussi, ça peut être des petites entités qui soient livrées, par exemple, même le soir, en fin de soirée, par de gros camions. Parce que moi, il y a de camions. Si on diminue le nombre de camions, il faut des camions plus gros, GNV ou électriques, qui alimenteraient, et le lendemain matin, ça partirait en vélo cargo, petit véhicule électrique.
Donc ça, c'est une évolution nécessaire. Mais moi, je crois beaucoup au développement du casier. Alors, réfrigéré ou multifonction, parce que là, ça laisse la liberté aux gens. Aujourd'hui, on vous dit, on va vous livrer entre 8h et 12h. Ça fait que vous mangez la matinée. Enfin, c'est pour ça que ça plus marche, le casier réaliste. aussi, et donc, ça les s'adapte casiers, c'est au beaucoup rythme de plus vie. pragmatique et Bien sûr. adapté peut-être à la réalité. Si je prends l'exemple des marchés, pourquoi ne pas tester des resserres réfrigérés, enfin, ou des casiers réfrigérés aux abords des marchés qui ne sont ouverts que le matin? Ça permettra à quelqu'un qui connaît bien son boucher, son charcutier ou autre, de lui passer commande et de lui dire, bon, mais je passerai le prendre, mettez-moi-le dans le casier, et en sortant du travail le soir, ou en rentrant du travail, si la personne habite en ville, elle peut passer au casier, récupérer son besoin alimentaire sans avoir de contraintes. Christophe Tavernier, les changements d'usage, on a une explication. Effectivement, c'est les changements aussi de vie. Hein. On préfère récupérer son colis sur le trajet pour aller au travail ou pour revenir, plutôt que l'attendre à domicile, évidemment, sur une durée qui est assez longue en général. Oui, et ça a d'ailleurs une vertu environnementale. À partir du moment où ce trajet il est couplé avec un autre dans effectivement nos déplacements quotidiens, eh bien, on évite un mouvement supplémentaire de livraison. Et dans ce que vient de dire Jean-Jacques Bolzan, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, il a dit, quand vous évoquiez la réglementation, on ne peut pas faire sans les opérateurs. Donc nous, c'est la démarche qui est la nôtre depuis un certain temps maintenant, de proposer aux métropoles de travailler sous la forme de conventions de coopération autour d'axes d'intérêt commun. Il y en a une entre le groupe La Poste et la métropole entre de Toulouse. Toulouse Métropole et La Poste, et dans la région également avec Montpellier, et plus globalement avec 17 métropoles en France sur les 22, avec lesquelles nous avons ce type d'accord. On identifie des axes d'intérêt commun, et là, La Poste va venir, sur la base de l'expérience de ses opérateurs, apporter, je dirais, une expertise, un retour des besoins opérationnels qui vont aider la collectivité dans la décision publique. Sur la réglementation, la ZFE n'est pas tout. On peut décider d'avoir une zone à faible émission. J'ai dit ZFE tout à l'heure, mais c'est zone à faible émission. On peut décider d'avoir une ZTL, une zone à trafic limité en centre-ville. On peut décider d'adapter les gabarits, les tonnages, les horaires de livraison, vous l'avez dit Jean-Jacques Bolzan. Donc tout ça, c'est toujours bien de le faire de manière éclairée, en trouvant, je dirais, un compromis entre l'intérêt de la ville et l'opérationnalité des accès pour les opérateurs. Et sur beaucoup d'autres sujets, on parlait de celui de la consigne, qui se déploie majoritairement sur des espaces privés aujourd'hui, par des partenariats avec des réseaux de commerçants ou de distribution. Mais on peut tout à fait imaginer une consigne sur l'espace public, dans un réseau de transport public par exemple, auprès des marchés ou des halles, comme le disait Jean-Jacques Bolzan, qui viennent directement servir en fait le citoyen dans sa vie quotidienne au sein du cœur de ville. Jean-Jacques Bolzan, justement la collaboration avec un groupe La Poste, avec d'autres opérateurs aussi, c'est essentiel justement pour être au plus près des besoins des professionnels que vous côtoyez au jour le jour. Cette signature de convention, c'est pas qu'un bout de papier, hein, c'est des choses concrètes et des éléments concrets derrière. Hein. Alors bien sûr, quand on signe une convention, il faut que ce soit pragmatique et concret, parce que si c'est là, pour on est signer dedans, de la littérature, c'est pas d'action, il y avait le verdissement des flottes, l'intégrer la logistique de la ville, on est là-dedans. Hein. On a du coup, nous, passé une délibération en mars 2024 là, sur une nouvelle charte qui a évolué. Dans les années 2000, Jean-Michel Latte avait créé le premier groupe de travail avec des acteurs des chartes, et puis on a amendé cette charte, et en mars 2024, on a signé une nouvelle charte où, dans les horaires de 11h30 à 19h, ne sont autorisés que les véhicules GNV électriques ou vélo-cargo, par exemple. Voilà, on améliore dans ce sens. Mais cette charte, elle n'est pas tombée comme ça, ou elle n'a pas été dictée par les élus, ça tombe comme ça, on vous impose. Ça a été travaillé en amont, et ça en a fait des réunions avec tous les acteurs concernés et la Poste pour dire, bon, qu'est-ce qui est réaliste ? Est-ce que si on interdit les autres, est-ce qu'il va y avoir un impact sur la livraison du commerce ? Parce qu'il faut regarder aussi, c'est bien beau d'interdire, mais quelle livraison on a dans cette tranche horaire ? Est-ce que et les commerçants, jusqu'à 11h30, ça va. Donc, voilà, on rentre dans un maillage, on pénalise personne. Pour autant, on va vers le mieux, vers du plus vert, meilleur pour la qualité de l'air, meilleur pour le flux aussi en cœur de ville, parce qu'on n'a pas de camion, donc du coup, ça circule mieux aussi. Voilà, donc... Christelle Sagnier, oui, bien sûr. On a dans cette convention avec Toulouse Métropole des axes de travail communs. On a évidemment contribué, par exemple, à l'actualisation de la charte de livraison dont vient de parler Jean-Jacques Bolzan. Sur le sujet de l'immobilier, par exemple, ça peut simplement passer par le partage, l'expression de besoin. Quand Toulouse Métropole nous dit moi, je suis en train de travailler
aux besoins en mètres carrés, est-ce qu'il faudrait ou pas un second ou un troisième HLU à Toulouse à l'équivalent de Lumine. En retour, on a par exemple, nous, notre foncière, la Poste Immobilier, puisqu'on développe de l'immobilier logistique tant sur le patrimonial qu'en co-investissement, un partage des besoins, une expression de besoins et des projets qui sont les nôtres. On a par exemple livré fin mars à notre filiale DPD France une nouvelle plateforme Toulouse Sud, voilà, qui a fait l'objet en amont d'un partage avec la métropole sur quels étaient nos projets cibles. Et il y en a d'autres qui vont d'ailleurs pouvoir à Toulouse s'ouvrir à d'autres opérateurs que ceux du groupe La Poste. Donc on voit bien que ce dialogue il est absolument essentiel. Tant, j'allais dire, dans l'intérêt des opérateurs postaux, mais aussi dans l'intérêt du territoire pour mailler au mieux en infrastructures logistiques qui vont permettre d'atteindre ces objectifs de durabilité. Puis, en plus, ce n'est pas nécessairement juste un entrepôt. Ça peut être logistique en bas, au-dessus des bureaux, des logements ou un équipement sportif. Ou autre. Enfin, on est venu me présenter les choses de notre monde, enfin, réalistes, qui sont faits ailleurs, dans notre pays ou autre, mais nous, on a toujours une tonne de retard. Et puis, déjà, le Lumine était un exemple d'intégration où on était en rupture totale avec l'entrepôt rectangulaire massif. Le Lumine, architecturalement parlant et en termes d'intégration, est vraiment une réussite. Et en plus, c'est un lieu ouvert, donc c'est un lieu de service. Les clients peuvent y venir. Donc on casse complètement l'image d'une logistique qui vient défigurer le paysage. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle innovation parce qu'évidemment, il y a cette logistique urbaine, mais il y a des camions qui arrivent aussi de plus loin, sur des moyens, sur des plus longs trajets. Groupe La Poste, je crois que vous vous intéressez à l'hydrogène. C'est quoi? C'est les camions à hydrogène qui arrivent vraiment maintenant, rapidement, ou électriques même, hein? On ne s'intéresse pas à l'hydrogène, on s'intéresse à tout ce qui va faire demain. Et en fait, là, on parle aujourd'hui plus spécifiquement du dernier kilomètre, où les solutions sont les VUL électriques, les véhicules utilitaires électriques et les vélos cargo pour nous. Je rappelle qu'on a presque 700 vélos cargo aujourd'hui en France et que ça fait de nous le premier cyclo-logisticien dans nos flottes en propre. Mais pour revenir sur ce que disait Jean-Jacques Bolzan, nos prestataires aussi, on les accompagne dans cette transformation. C'est-à-dire que quand je parle des objectifs de décarbonation, ça vaut pour nos flottes en propre, mais ça vaut aussi pour nos prestataires qu'on accompagne dans des cahiers des charges. Donc l'hydrogène n'est pas une fin en soi, on travaille à les énergies de demain. Sur la moyenne et longue distance, sur de la moyenne distance, on va faire du biogaz. Sur de la longue distance, avec des objectifs progressifs à 2040, puisque la Poste met sur les routes quotidiennement presque 6000 camions pour faire justement ces liaisons internes. Et donc, on va travailler progressivement sur les biocarburants. Et à terme, dès que la technologie sera disponible et accessible, l'hydrogène, malgré tout, on imagine que tant que la filière se structure, c'est la phase d'après, on va dire. On a quand même une décennie devant nous à peu près, et que industriellement parlant, ça puisse être accessible. Mais en attendant, on teste des choses et effectivement, on expérimente ça et là des véhicules hydrogène et d'autres modalités, par exemple la comodalité, par exemple le tram fret. On peut imaginer l'hybridation voyageurs-colis qui est tout à fait envisageable. Jean-Jacques Bolzan, j'imagine qu'on vous regardez de très près, vous, à Toulouse Métropole, ces innovations aussi. Évidemment, il y a cette logistique urbaine qui vous touche au plus près, mais les marchandises, elles viennent bien de quelque part. Et voilà ce que je disais en entrée, c'est-à-dire qu'on gère le flux entrant sortant de la ville, mais il faut bien qu'elles arrivent d'ailleurs. Donc c'est pour ça que la plateforme qu'on a créée là, et qu'on a mis en gestion déléguée, on a les flux entrants, et de l'autre côté du quai, vous avez les flux sortants. Et permet d'alimenter en électricité aussi les véhicules ou même en biogaz. Alors là aussi, parce qu'on veut développer les véhicules électriques, mais il faut que la puissance publique aussi soit en capacité de mettre les bornes électriques où ils vont bien. Parce que si tout le monde roule en voiture électrique et que vous mettez 3 heures qu'il faut attendre 3 heures pour alimenter la voiture, ça va être compliqué. Peu de gens vont s'y mettre. Et pour les camions, c'est pire. Donc il faut que l'infrastructure à la fois GNV, électrique, hydrogène, soit mise en place sur un maillage territorial. Si on ne le fait que sur Toulouse, mais si le transporteur il doit partir à Bordeaux, Rennes, Paris, et qu'il ne trouve pas de point de remplissage, c'est compliqué. Et il faut tester aussi, c'est pour ça que l'étude VNF, on va voir ce que ça donne, on l'appelle un projet VNF, mais l'idée, ça serait aussi, à partir de là, de faire des bases de cyclo-logistique. Parce que si on passe sur le canal du Midi, il faut qu'après, quand on décharge pour Saint-Sauveur ou ailleurs, il faut bien que là, il y ait une base cyclo-logistique. Parce que ce n'est pas le tout de naviguer sur le canal, il faut qu'à côté, on ait des infrastructures, plateformes ou autres,
pour accueillir les acteurs qui vont amener faire les derniers 100 mètres ou 200 mètres ou 300 mètres pour accompagner cette marchandise. Le mot de la fin, Christelle Savigna, sur beaucoup de projets encore à venir pour le groupe La Poste, y compris ici à Toulouse. Alors, beaucoup de projets, y compris ici à Toulouse, avec, je le disais, un développement immobilier, le renforcement du développement de la cyclo-logistique encore à Toulouse qui est déjà beaucoup développé. Et puis en termes d'innovation technologique et servicielle, l'innovation technologique, vous venez un peu d'en parler, Jean-Jacques Bolzan. Nous, on va expérimenter une ligne fluviale, par exemple à Paris, entre Gennevilliers et Boulogne pour Colissimo. On travaille sur le tram fret. L'innovation servicielle, ces consignes, comment elles peuvent s'ancrer dans le territoire, comment la livraison, comment le e-commerce et le commerce physique peuvent trouver une complémentarité qui serait incarnée par la livraison et la logistique urbaine, et puis une diversification qu'on opère au-delà du colis, la logistique alimentaire avec notre filiale Chronofresh qui livre partout, mais qui en fait aujourd'hui se met au service des territoires sur je dirais la brique logistique d'une politique alimentaire de proximité, et puis les équipements lourds et les services aux entreprises, entreposage, stockage, préparation de commandes, qui sont incarnés par notre marque Logissimo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus parler de logistique urbaine. On se retrouve très très bientôt.